Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir Pierre, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes sûrement en train de vous connecter. N'hésitez pas pour ceux qui sont en direct ou même en replay d'ailleurs à nous dire d'où vous venez. Mettez-nous un petit message pour nous dire d'où vous venez, qui vous êtes. On est ici pour une demi-heure avec Pierre pour échanger sur cette approche, expliquer la douleur, sur le fait que les mains sont une autre façon de parler au cerveau. Donc merci à tous. Peut-être, euh, Pierre, veux-tu te présenter avant qu'on commence en quelques mots? Bien, merci Marie. Je suis donc Pierre Trudel, je suis directeur de Captain Formation. On a créé Captain en 2010. Et notre objectif, c'était d'apporter en France des données nouvelles en faisant venir des intervenants réputés au niveau international en France. Donc on a travaillé beaucoup par rapport à la thérapie manuelle et un programme canadien qu'on a importé en France. On a fait venir des intervenants australiens aussi qui faisaient un certificat orthopédique de thérapie manuelle. Puis on a fait venir Lorimer Mosley, qui a pu faire une soirée, une conférence un vendredi soir. Et puis le samedi et le dimanche, il a fait deux jours de séminaire. Donc, une centaine de participants étaient là, d'un peu partout en Europe d'ailleurs, parce que Lorimer refuse pas mal d'invitations. Il est très demandé. Et du coup, c'était une opportunité pour le voir en Europe. Puis du coup, Marie, tu étais présente aussi à ce séminaire et ça a inspiré évidemment une partie de ton parcours professionnel par la suite. Donc voilà. Donc pour nous, ça a été un élément important. Laurie Humeur, je l'avais déjà vu dans plusieurs conférences et on avait vu aussi le livre Expliquer la douleur. On avait demandé au Neuil Group de venir en France, de commencer à faire les cours. Donc merci Marie d'avoir endossé la responsabilité d'être l'intervenante francophone en tout cas et d'avoir fait ton master aussi en Écosse pour pouvoir être habilitée à être enseignante après les différentes étapes de processus, ce qui montre aussi le côté très professionnel de la formation qu'il y a avec le Neuil Group pour les formateurs. Oui, merci Donc voilà, Pierre. on organise du coup les séminaires avec Marie chez Captain à Paris, donc 2 fois par an. Voilà. Mm. Et peut-être je rappelle le Noy Group. Le Noy Group, c'est cet organisme australien qui a, entre autres, monté cette formation qui s'appelle Expliquer la douleur et cette approche dont on va parler ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas le Noy Group. Parce que bah, je te remercie, Pierre, parce que ce moment, et puis je vous remercie à tous d'être là, soit en live ou en replay, parce que du coup, ces échanges sont une occasion pour vous de plonger dans cette approche Expliquer la douleur. Alors ça peut être pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Noy, qui ne connaissent pas l'approche Expliquer la douleur, qui peut-être ne nous connaissent pas, que ce soit moi Marie Basselon, instructrice du NOI, ou Pierre Trudel qui organise des sessions sur Paris. Mais ça peut être aussi pour tous ceux qui ont déjà fait des sessions et qui veulent peut-être replonger un petit peu dans l'ambiance expliquée à douleur et puis poser des questions. Donc merci. Et puis, allons-y sur les questions. Là, déjà, on a discuté un petit peu avec Marie à la fin de l'année dernière, lors du dernier séminaire, de se dire que c'était intéressant d'aborder un peu expliquer la douleur par rapport à la thérapie manuelle. Parce qu'il y a une sorte de schisme ou de chapelles qui se sont mis en place pour dire, bah, tiens, on peut ne, ou ne pas travailler avec la thérapie manuelle, etc. Donc ça, c'était l'idée de ce séminaire. Mais avant de commencer de rentrer sur ce sujet-là, ça serait peut-être bien, Marie, que tu nous donnes les bases du concept de l'éducation à la douleur, de la manière dont le Neuil Group a voulu aborder, en tout cas, cette thématique à travers à la fois le séminaire et à travers l'ouvrage que tu as traduit avec ton équipe. Et après, on pourra aborder les notions un peu de conception qui ont été un peu, qui planent dans la profession actuellement de la thérapie manuelle, de hands-on, hands-off notamment. Et puis la manière d'intégrer ça justement, de voir comment on peut concilier en fait ces différentes approches pour le meilleur, pour le bien du patient. Alors peut-être du coup, je me lance sur le premier sujet dont on a Oui. parlé, se dire, ben, l'éducation à la douleur telle que vue par le NOI. Et peut-être même avant telle que vue par le NOI, c'est de se dire, éduquer à la douleur, est-ce que ça a du sens? Dans la littérature scientifique anglophone, on parle de PNE, Pain Neuroscience Education, qui a été transformé aussi en Pain Science Education, PSE, à se dire que si on mettait le terme neurosciences, c'était trop ciblé vers le neuro, donc peut-être le fait d'utiliser ce terme Pain Science Education, c'était un petit peu plus global, puisqu'on sait qu'il y a plus que le système nerveux qui intervient dans ces mécanismes de la douleur. Et puis de se dire aussi que donc ça n'est pas que l'approche du Noy, mais en tout cas,
le Noy a été un des précurseurs à proposer cette éducation thérapeutique dans le domaine de la douleur. Et il y a eu une évolution assez intéressante qui n'est peut-être pas si transparente que ça dans les essais cliniques qu'on observe, puisqu'on parle toujours de pain science education, c'est-à-dire éduquer sur des concepts de neurophysiologie. Le problème d'éduquer à des concepts de neurophysiologie, c'est que on laisse de côté énormément de patients. Éduquer à la neurophysiologie, pour certains patients, c'est soit trop avancé en concept, soit ça fait peur. Et il y a ce terme du NOI qui est euh, je ne sais plus. Explain pain pains, voilà. Expliquer la douleur, créer de la douleur. Donc se dire que la neurophysiologie, pour certains patients, c'est adapté, mais ça ne semble pas être le plus facile et le plus directement efficace pour la majorité des patients que nous croisons. Et donc le NOI a évolué dans son approche éducative en disant, ben, plutôt que d'éduquer sur de la neurophysiologie, il semble être plus pertinent d'éduquer sur des grands concepts. Et donc le NOI propose plusieurs concepts. Euh, on me demande juste de confirmer quelque chose. Donc, je confirme. Voilà, je suis désolée. Un petit terme technique de Zoom. Donc, je reviens. Le NOI propose plusieurs concepts, mais sans plonger dans les détails des concepts du NOI, peut-être on peut se dire, c'est juste de façon très logique. Le patient, il arrive. Quand il arrive, il croit que sa douleur est en lien avec une lésion. Comme il croit qu'il est en lien avec une lésion, du coup, ça semble logique qu'il n'ait pas envie de bouger. Parce que s'il bouge, il va se dire, je vais m'esquinter plus, donc je ne bouge pas. Je ne bouge pas, ça veut dire que si je ne bouge pas, j'alimente aussi cette chronicisation et du coup, on se retrouve avec des patients qui ont des douleurs chroniques et qui sont totalement déconditionnés et qui ont sensibilisé tout leur système, qui fait que la douleur n'est plus qu'un message en lien avec une lésion, elle devient un message de systèmes qui sont sursensibilisés, qui sont surprotecteurs. Donc peut-être sans même plonger dans les concepts que le NOI propose, c'est de se dire, ben moi, le patient, j'aimerais qu'il ait une compréhension totalement différente, qu'il comprenne que la douleur n'est pas directement en lien avec une lésion, qu'il comprenne que la douleur est un message en lien avec différents systèmes qui réagissent, qui, lors d'une douleur chronique, surréagissent et le surprotègent. Et que ça peut être réentraîné. Et une fois que j'ai transmis ça, le patient, il est plus à même de commencer à bouger. Sinon, ça paraît logique qu'il n'ait pas envie de bouger. Ça paraîtrait même aberrant qu'il ait envie de bouger alors qu'il croit que c'est en lien avec une lésion. Donc voilà, se dire que éduquer à la douleur, aujourd'hui, c'est ça. C'est faire comprendre aux patients ces concepts-là par des biais différents que peut être la neurophysiologie. La neurophysiologie, c'est peut-être une façon très grossière d'éduquer un patient. Aujourd'hui, on a des approches beaucoup plus pertinentes, telles que celles proposées par le NOI. Voilà, je ne sais pas si ça semble plutôt clair dans Si. ma... Mais je pense que oui, et surtout, ça évite encore une fois une sorte de standardisation du discours en se disant, voilà, quand un patient a ça, bah, je vais lui faire un cours sur la physiologie de la douleur, etc. Et on rentre dans un schéma de recettes, en fait, ce que l'on veut éviter avec le raisonnement clinique en général. De l'autre côté du spectre, on a aussi des praticiens qui disent, quand ils voient des problèmes chroniques de ce type chez le patient, bah, achetez le bouquin Expliquer la douleur, lisez-le, puis comme ça permet le kiné de se dire, bah, je ne rentre pas vraiment dans le truc, il va regarder, et chacun reste dans sa maison et dans sa chapelle. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre qu'on doit mettre en place un traitement sur mesure par rapport aux besoins du patient, et que l'intérêt, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir savoir comment on intègre ces notions-là dans une pratique notamment de thérapie manuelle où on est en contact régulier avec le patient et ça nous permet d'avoir du temps pour pouvoir aborder ces sujets-là. Même si, là aussi, on peut donner des exemples et on pourra le voir à la fin de la séance de cette session. Dès la première séance, si on commence à agresser le patient pour lui dire bah, attendez, non, non, vous n'avez pas une vertèbre déplacée, je vais vous expliquer vraiment ce qui se passe, il va peut-être être choqué aussi. Donc, il y a une manière aussi de l'implémenter. Là, j'aimerais qu'on rentre un peu sur cette conception de hands-on, hands-off, puisqu'on en a parlé au début, et c'est un peu quand même ce qui est latent par rapport à la thérapie manuelle. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il y a un auteur qui a vraiment défini ces deux groupes. Il y a une sorte de conceptualisation, en tout cas, qui a été faite en train de dire ça ne sert plus à rien de toucher le patient, parce que de toute façon, maintenant, il faut mieux faire des approches avec des exercices, et puis ça marchera bien, ou effectivement, juste enseigner la douleur. Comment tu vois la manière dont l'apport d'une groupe peut être mieux intégré par rapport à cette conception qu'on a schématisée hands-on, hands-off. Je ne sais pas si je vais répondre à la question. Je vais rebondir sur des points qui m'ont interpellé dans ce que tu viens de dire et tu me diras Ouais. après si ça répond à la question ou pas. Euh,
tu vois, tu disais, peut-être certains thérapeutes vont se concentrer sur, bon, ok, j'ai compris qu'il fallait expliquer, donc soit je refile le bouquin au patient et il se débrouille et puis il revient me voir après, soit moi je fais des sessions uniquement d'éducation à la douleur et puis On est je à considère que 100%, ça peut me faire 0%. avancer. Mais ça me paraît, je vais pas dire que ça me paraît aberrant, parce que si le thérapeute est parti dans ça, c'est que derrière, il y avait une justification de son côté. Justification qui est consciente ou inconsciente, et je, je pense que tous les deux, on ose espérer qu'elle est consciente, c'est-à-dire qu'il y a un raisonnement et un argumentaire derrière qui amène ce thérapeute à choisir cette approche-là. Il me semble, moi, que de partir sur du hands-off, c'est-à-dire juste de l'explication, juste de l'éducation, juste du mental, ça me semble dommageable. Dommageable parce que du coup, le patient, il peut être complètement noyé dans ça et ça peut être un facteur angoissant qui va alimenter la douleur. Donc ça peut être traumatisant et délétère. Mais au-delà de ça, c'est de se dire que peut-être derrière, si le thérapeute a choisi ça, c'est qu'il a ses propres freins. Et peut-être un des freins, et c'est ça que ça m'a interpellé là quand tu l'as partagé, peut-être qu'un des freins, c'est que le thérapeute, il se sent pas à l'aise et qu'il a peur d'aborder, donc il se dit, bah tiens, je vais plutôt refiler le bouquin, comme ça le patient il fait tout seul, et moi après je fais ce que je suis, ce que je sais faire, ce dans quoi je me sens à l'aise, et j'ai pas envie de plonger dans éduquer. Sauf que je suis désolée de le déclarer là, mais je pense que ça paraît peut-être logique pour certains, mais pas pour tous. En tant que soignant, on a ce rôle d'éducateur thérapeutique. En tant que soignant, on a cette expertise de ce qui est le plus adapté pour la personne face à nous qui est en souffrance. Donc là, on parle de douleur particulièrement, mais qui est en souffrance et qui a des symptômes. Et que l'éducation thérapeutique, qu'elle soit à la douleur ou à autre chose, elle fait partie de nos métiers. Donc, je comprends qu'on peut avoir peur d'expliquer la douleur, mais du coup, ça s'apprend. Et ça s'apprend par l'intermédiaire, par exemple, de formations de style expliquer la douleur du Noy. Donc Oui, ça, c'est c'est vrai un que c'est un premier sujet aspect. aussi, ça remet en cause un peu le praticien sur sa pratique parce qu'il va être obligé effectivement de se dire quelle stratégie d'éducation je vais utiliser. C'est vrai que le séminaire donne pas mal d'exemples cliniques, il y a pas mal d'ateliers, il y a toute une scénarisation de la formation qui permet de travailler sur ça. Et effectivement, tu as raison, dans beaucoup de cas, le thérapeute ne se rend pas compte qu'il a un travail à faire sur lui-même, Et sur oui. sa manière de transmettre aussi et de construire sa pédagogie spécifiquement en fonction du type de patient ou du profil du patient qu'il a devant lui. Donc ça, c'est un sujet important parce que du coup, ça remet en cause une partie de sa pratique régulière parce que des patients douloureux, il en voit tous les jours. Et ça veut dire que ça change aussi profondément sa façon de travailler à la fin parce que ça va Alors impacter profondément, chaque pas tant patient. que ça, parce que ça va l'apaiser et que du coup, ça va ça va le rendre encore plus puissant, encore plus Oui. pertinent dans ses approches. Donc ça peut être déstabilisant au début, mais c'est très libérateur aussi parce qu'on se dit, ah mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, je sais me l'argumenter pour moi-même, je sais pourquoi j'utilise telle technique et où je veux aller. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à pouvoir l'exprimer à voix haute et pouvoir l'exprimer d'une façon qui est compréhensible et rassurante pour le patient, pour que le patient, il m'accompagne dans ce cheminement. Et donc, c'est ce qu'on fait dans la formation Expliquer la douleur. Donc, pour ceux qui ne savent pas du tout, ben, ça peut être une première approche pour apprendre à expliquer comment fonctionne la douleur. Mais même pour ceux qui n'ont pas forcément identifié cette peur et qui viennent sur les formations, je sais qu'il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on s'approprie des façons de faire, mais déjà dans la formation, moi, je mets les participants en jeu de rôle pour qu'ils testent et qu'ils s'approprient des façons de communiquer, qu'ils s'approprient des façons de transmettre par la métaphore, par l'histoire. Et donc déjà, on teste pendant les journées de formation et après, ben, la personne va mettre en œuvre. Et l'idée, c'est que on est tous là aussi pour tester, adapter, s'adapter. De la même façon qu'on le demande aux patients, ben, nous aussi en tant que thérapeute, on a à le faire. Et c'est vrai que ça nous remet parfois nous-mêmes en question en tant que thérapeute. Donc pour moi, cette notion de hands-off, je pense que elle a été trop mise en avant par certains thérapeutes qui, du coup, n'avaient pas forcément peur, mais qui voulaient plonger complètement dedans en se disant, OK, ben, si j'explique complètement, c'est bon, j'aurais même plus besoin de toucher les patients. Je leur explique juste, ils font les exercices et j'ai rien à faire. Et là, pour moi, il y a un autre travers aussi, c'est que on est quand même des êtres de chair et d'eau, et que du coup, vivre l'expérience dans ses tripes, c'est différent d'avoir l'information dans sa tête. Et qu'on a beau transmettre au patient, le patient peut nous dire oui, oui, j'ai bien compris.
Mais si ça ne modifie pas ses comportements et si finalement ça ne modifie pas son activité physique, sa façon de vivre avec ou avec moins de douleur, on n'a pas été suffisamment pertinent. Et souvent, le hands-off a une limite qui est que le patient, il s'implique pas complètement et que le patient, il n'aura pas le maximum d'effet dans sa vie de tous les jours. Que ce soit en reconditionnement, que ce soit en moins de peur vis-à-vis de la douleur, il faut l'aider à tester. Et le toucher est indispensable pour ça. Oui, la manière de l'intégrer. Mais là, encore une fois, il faut sans doute penser qu'on a un raisonnement clinique à développer en tant que thérapeute, et on le développe au cours de sa carrière et de son expérience professionnelle, et que de penser qu'il y a un traitement unique qui peut aller à tous les patients en le conceptualisant, en disant bah, moi je fais que du hands-on, parce que c'est ce que j'entends maintenant, moi, de la part de certains participants, hein, qui me disent je ne fais que du hands-on, ou de l'autre côté du groupe, je fais que du hands-off, etc. Et pour moi, ça me paraît complètement fou de se dire bah, j'ai déjà choisi le traitement pour tous les patients que je vais rencontrer dans ma carrière professionnelle, d'une certaine manière. Alors, soit ils ont été sélectionnés et on les a attribués spécifiquement pour ce thérapeute, mais ça veut dire qu'on devient des ouvriers spécialisés, soit on est capable effectivement de se dire comment j'optimise dans ma boîte à outils les différents outils que j'ai à ma disposition en fonction, encore une fois, de la situation clinique du patient à l'instant T quand je le rencontre, puisque là aussi, le patient va évoluer. Donc, on pourrait parler aussi sur des exemples concrets. Quand un patient que tu vois pour la première fois te dit, bah, moi, d'habitude, je vais voir l'ostéo, j'ai des problèmes de cou, il me manipule parce que j'ai une vertèbre déplacée suite à une chute sur la tête que j'ai eue quand j'avais 5 ans et qui est rémanente chez moi et qui fait que j'ai des douleurs chroniques depuis l'âge de 5 ans et j'en ai 35. Donc, il me la remet en place. Bon, il est en vacances, mais il m'a dit que vous étiez un bon kiné et que vous pourriez éventuellement me faire des massages ou éventuellement me replacer la vertèbre. Évidemment, dès la première séance, si on commence à dire, bah non, je vais vous expliquer ce que c'est que la physiologie de la douleur, et en fait, vous avez une conception erronée de la vertèbre déplacée, ce patient-là, il va peut-être nous écouter, il va pas revenir. Nous, on va penser qu'on l'a guéri en une séance, mais en fait, il est reparti chez l'ostéopathe pour refaire un tour. Alors, je critique pas les ostéopathes sur ça, mais c'est des choses que l'on rencontre régulièrement. Donc, comment tu vois la hiérarchie ou la chronologie, en tout cas, de l'intégration de ces messages sur des situations cliniques de ce type, où il faut essayer d'élaborer une stratégie, encore une fois, de communication et d'explication qu'on peut avoir avec le patient pour optimiser les soins. Parce qu'effectivement, il va peut-être vouloir qu'on le touche, il va peut-être vouloir qu'on le mobilise, qu'on fasse des mobilisations spécifiques. Mais pour lui, il attend certainement quelque chose d'autre, ce patient-là, que pour avoir un traitement qui ne soit pas chronique ou qui permette de solutionner son problème de manière plus prolongée. Alors, tu as peut-être eu des situations similaires. Non, mais on peut partir sur cette situation-là. Et du coup, je suis en train de penser à quelque chose de différent. C'est que avant même de savoir ce que je vais faire, il faut déjà que je me dise, ben, ce patient-là, moi, je vais faire mon bilan. Je ne vais pas rester sur ce que le patient me partage en disant, ben, il semblerait qu'il y ait un problème là. Et dans mon bilan, alors souvent, moi, personnellement, je commence à l'oral. Et c'est assez intéressant de commencer à l'oral avant même que de toucher. C'est que ça permet déjà d'identifier dans quelle conception le patient se trouve. Je vais reformuler de façon plus digeste, peut-être, c'est de se dire quelle est la vision du patient sur son symptôme, quelle est sa compréhension du symptôme. Et donc là, de ce que tu me partages, il semblerait que le patient se dise, j'ai un problème là, c'est quelque chose de très mécanique, il faut décoincer le truc et comme ça, le machin ira mieux, hein, quels que soient les mots qu'il utilise. Et de se dire que ce patient a cette compréhension-là, à moi de faire un bilan clair de kinésithérapie pour identifier ce que moi j'objective. Et si moi j'objective quelque chose qui va dans son sens, bah, du coup je peux aller en disant ah oui en effet il semblerait qu'il y ait peut-être une manque de mobilité là voilà et donc je peux travailler manuellement. Mais la problématique c'est si le patient et donc je vais plutôt travailler sur ce cas problématique, c'est-à-dire le patient qui se dit moi j'ai une problématique très mécanique et moi déjà quand il me parle dans l'anamnèse il me parle du fait que c'est quelque chose qui est récurrent, ça fait plusieurs fois qu'il a déjà vu l'ostéo, que ça revient, que quand il va à l'ostéo ça dure de moins en moins longtemps, voir que quand il se fait manipuler, peut-être que ça fait plus grand-chose. Enfin, moi, du coup, je suis en train d'avoir des petits signaux qui s'alertent en disant, risque de chronicisation, voire problématique qui semble pas être si mécanique.
et que du coup, il semblerait qu'il y ait d'autres facteurs. Et donc, si je suis dans cette situation où, en effet, il y a peut-être quelque chose de mécanique, ça semble pas être si flagrant, mais qu'il y a plein d'autres facteurs qui sont présents, je sais que moi, par exemple, dans mon bilan initial, j'extrais les conceptions du patient, mais dans mon bilan très corporel, je vais peut-être trouver qu'il n'y a pas de limitation d'amplitude, et quand je fais mon bilan, j'échange avec le patient. Ah ben vous voyez, non ben là, il n'y a pas de grosse limitation d'amplitude, a priori ça semble pas être ça le problème au niveau articulaire. Voyons, ben, je peux tester un petit peu en articulaire passif et je mobilise. Ah ben non, mais écoutez, moi je vois rien. Oui, peut-être un peu là, mais c'est rien. Et voilà, et c'est-à-dire que dans ma manière d'exprimer, dans ma manière de faire le bilan, j'ai déjà un rôle éducatif. Et en Et du plus, coup, là, je tu touches suis le patient. Donc, on n'est pas, encore une fois, de se dire, on est dans la chapelle où je ne touche pas le patient. On est en train de faire de la kinésithérapie et le patient, il est content d'une certaine manière d'être touché puisqu'il attendait d'être touché aussi, puisque son ostéo, ou en tout cas le thérapeute qu'il soignait, l'avait pris en charge aussi manuellement. Alors que Hmm. si on s'éloignait de la personne, évidemment, en disant, bon, attendez, je vais vous expliquer comment ça se passe et juste faire un discours assis à côté de la table, on peut avoir une certaine euh, une écoute un peu moins active de sa part parce qu'il il s'attendait pas à ce que ce soit sous cet angle-là que tu le prennes en charge. Donc moi, je pense effectivement que c'est une bonne stratégie comme tu fais. Après, toi, dès la première séance, tu commences déjà à lui dire, est-ce que tu commences à aborder les concepts qui ont été donc découpés dans la formation Expliquer la douleur, ou tu attends la deuxième séance, ou la chronologie, encore une fois, des séances pour toi, comment tu le mets en place? Pour donner au moins quelques exemples aux personnes qui nous écoutent. On a eu une question d'ailleurs sur est-ce qu'on devient des coachs plus que une stratégie de communication sous forme de coach. Comment tu l'intègres du coup après sur la Ouais. première, deuxième ou troisième séance du coup? Alors, c'est très aléatoire et ça dépend de chaque patient. Oui, oui, mais un Maintenant, exemple. de façon la plus fréquente possible, c'est-à-dire que je peux avoir des sessions qui sont complètement à l'inverse, dans un sens comme dans l'autre, mais de la façon la plus courante possible. Je ne peux pas, et ça rebondit sur ton partage justement, je ne peux pas me permettre d'expliquer ce qu'est la douleur si j'ai déjà pas fait un bilan. Et en tant que kiné, j'ai la chance de pouvoir aborder le patient à la fois d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue corporel. Donc, à moi de le faire, et ça fait partie de mon rôle. Donc, forcément, je vais avoir un bilan complet. Et dans ma première séance, mon bilan complet est à la fois conceptuel, où est-ce qu'il se situe, est-ce que ça joue, quelles sont ses croyances par rapport à la douleur, mais aussi comment est-ce que ça joue sur ses émotions et sur son quotidien. Mais je vais aussi avoir un bilan très concret corporel parce que j'ai besoin, moi, d'identifier en tant que kiné les axes sur lesquels j'ai besoin de travailler. Et que même dans des douleurs chroniques qui auront des facteurs psychosociaux présents, il y a souvent un déconditionnement avec des facteurs tissulaires à travailler. Donc moi, j'ai besoin d'identifier quels sont mes axes principaux. Donc ça, c'est souvent la première séance, ça va être sur ça. Et souvent, la première séance, mon éducation thérapeutique se fait de façon totalement implicite, qui est d'écouter ce que le patient va dire. Rien que de l'écouter. Et déjà ça, c'est thérapeutique. Et le patient dira souvent, vous êtes la première personne à m'écouter, vous êtes la première personne à me croire, vous êtes la première personne à ne pas me juger. Et ça, c'est le début d'une relation thérapeutique qu'on est en train de créer, qui va me permettre d'être du coup plus efficace ensuite dans les transmissions et dans les propositions thérapeutiques que je vais faire. Donc ça, pour moi, c'est thérapeutique et c'est éducatif aussi. Et souvent, lors de la première séance, j'ai identifié par rapport soit à des concepts cibles, ou alors si je reviens sur mon partage là en début de session, sur les grandes croyances inadaptées que le patient pourrait détenir et qui m'entravent dans le cheminement thérapeutique que je veux lui faire parcourir, parce que moi je sais ce qui serait adapté pour lui par rapport au bilan que j'ai fait. Du coup, j'ai identifié peut-être qu'il associe douleur et lésion, ou je peux identifier qu'il a une peur d'avoir plus de douleur, ou je peux identifier qu'il pense que pour lui, ce qui est facteur contributif de la douleur n'est que tissulaire, etc., etc. Donc j'ai identifié souvent deux, trois grands axes, et je sais que lors de la deuxième séance et troisième séance, voilà, je vais au moins aborder un de ces axes-là. Donc parfois, sur le bilan, je commence pas, mais dès la séance d'après, je dis, ben voilà, on avait identifié en bilan qu'on travaillerait sur ça. Et puis, bah, soit au décours de la technique, soit en début de séance, je me dis, ah, sinon, vous m'avez partagé ça. Est-ce que ça peut vous intéresser que je vous propose une vision différente? Et je propose éventuellement une petite histoire ou je propose éventuellement un exercice qui va peut-être venir contredire ce que le patient croyait. Un exercice, soit un bilan, soit un exercice très manuel. Et du coup, quand ça vient contredire un peu la croyance du patient, ben, on avance ensemble.
Donc voilà comment je le fais et je ne change pas d'éducation, enfin de cible thérapeutique éducative sur la douleur tant que celle-là, elle n'est pas digérée, adaptée. Ou alors quand je vois que ça bloque au bout de 3 4 séances, je me dis, ouais, ok, bon, je laisse ça de côté et je l'aborde. C'est-à-dire que par la porte, c'est pas rentré, je vais passer par la fenêtre. Et je passe par d'autres fenêtres pour petit à petit amener le patient à évoluer à son rythme. Et chaque patient a un rythme différent. Et ça, c'est quand même une stratégie, encore une fois, très adaptée, encore une fois. Et c'est pour ça que c'est assez frustrant quand on voit des gens qui conceptualisent la pratique sous forme de hands-on, hands-off, puisque là, ça n'a rien à voir. Il faut mettre en place un raisonnement clinique adapté, encore une fois, et offrir aux patients le traitement le plus adapté par rapport aux priorités d'action donc, que tu as pu identifier, notamment par ton bilan, comme tu le dis. C'est la base de l'approche. Donc j'espère qu'on va démystifier un peu ces concepts. Bon, les gens ont toujours besoin d'avoir des étiquettes pour donner un peu des écoles dans lesquelles ils travaillent, mais nous, en tant que thérapeutes, c'est plus intéressant, encore une fois, de construire un traitement adapté. Pour l'approche sensorielle, parce que bon, on n'a pas de la mobilité qui est quand même liée à la kinésithérapie, mais on sait que du coup les patients ont des troubles sensoriels, la discrimination des deux points, le fait que s'ils ne voient pas leur dos, c'est un sujet aussi par rapport à la lombalgie, notamment le fait de ne pas voir ou autre. Euh, Lorimer donnait l'exemple de quelqu'un qui avait une douleur importante sur sa prothèse. Il est obligé de voir qu'on revissait la prothèse pour soulager la douleur. Et si quelqu'un le faisait sans qu'il le voie, ça ne le soulageait pas. Mais dès qu'il voyait que ça se faisait, alors qu'il voyait bien que c'était sa prothèse, ça le soulageait. Donc, au niveau sensoriel, est-ce que tu as développé quand même une approche plus précise? Est-ce que tu fais les tests de discrimination des deux points? Est-ce que c'est des choses que... Parce que les patients, quand tu leur proposes ça au début, ils se disent, attendez, je viens pour avoir mal au dos, et là, vous me demandez si je sens qu'il y a deux points, ou si vous écrivez des lettres sur mon dos. Euh, c'est pas des pratiques régulières, tu vois. Tu dis rarement, tu entends rarement un patient qui vient te voir en te disant, ah, j'ai quelqu'un qui m'a dit que vous alliez évaluer les deux points, mes deux points dans le dos. Est-ce que toi, tu as développé une approche sensorielle plus importante pour l'input, en tout cas sensoriel chez ces patients? Est-ce que ça a changé ton approche des patients par rapport à ton bilan sur cette zone? Peut-être, et à nouveau, tu me diras si ça répond pas à la question, mais moi, j'aborde jamais la discrimination en tant qu'exercice tout de suite en disant, tiens, on va faire un petit test et on va faire un jeu et on va voir comment vous vous Hmm. sentez. Ce que j'ai tendance à faire, c'est attendre que ça vienne, que ça soit une demande du patient. Et je vais expliciter ce que ça veut dire pour moi. Ça veut dire faire prendre conscience au patient qu'il y a un trouble du schéma corporel. S'il y a un trouble du schéma corporel, ça devient une porte d'entrée pour moi de dire, bah, tiens, il y a un trouble du schéma corporel, ça peut être intéressant de travailler comment là-haut dans votre cerveau, les informations sont analysées et comment du coup vous vous ressentez dans l'espace et comment vous vous ressentez même corporellement. Et du coup, ça c'est la porte d'entrée. Et bah, du coup, j'ai un exercice, on va travailler la discrimination, donc je parle pas forcément de discrimination, mais je vais vous toucher là, voilà, vous allez me dire la distance. Voilà. Et donc j'ai comme ça plusieurs outils de travail sur la sensibilité, sur la perception de soi. Mais du coup, bah, peut-être ça peut être intéressant. Le premier outil que j'utilise pour voir s'il y a une perturbation du schéma corporel, on pourrait dire une perturbation de l'homonculus, la façon dont est cartographié le corps au niveau cortex sensoriel, juste une visualisation. C'est-à-dire que je demande à la personne de se visualiser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent en session expliquer la douleur parce qu'il y a souvent des demandes sur ça et donc je le fais vivre aux participants qui sont présents. Et du coup, d'arriver à ce que le patient perçoive qu'il y a potentiellement, c'est pas le cas tout le temps, mais qu'il y a potentiellement un trouble de ressenti. Et du coup, quand on a identifié ça, si je ne l'ai pas identifié, du coup, je ne vais pas vers la discrimination, mais quand j'ai identifié ça, je propose des outils pour aider le patient à retrouver une perception de soi plus juste qui du coup contribuera a priori moins à cette expérience globale de douleur. Je ne sais pas si ça répond suffisamment clairement. Tu as ton micro qui est coupé, Pierre, donc n'hésite pas à reprendre le Pardon, micro. oui. Est-ce que ça Oui, oui, je répond? pense que c'est bien, effectivement, de penser que la thérapie manuelle, c'est pas simplement redonner de la mobilité ou travailler au niveau articulaire, mais il y a aussi un aspect sensoriel qu'on essaye évidemment de redonner aux patients. Et encore une fois, c'est un accompagnement qui se fait ensemble pour pouvoir se réapproprier en fait son image corporelle aussi. Et je On rebondis, avait, tu vois, je oui. rebondis parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça veut dire que je ne peux pas faire que du hands-off à expliquer les choses ou à travailler sur des techniques style imagerie. Ça ne suffira pas.
par le toucher, j'ai une thérapeutique qui est bottom-up, qui va modifier ce qui se passe au niveau cérébral. Donc, il faut que j'ai cette thérapie bottom-up par le hands-on, mais il faut que j'ai aussi une thérapeutique top-down par le hands-off qui fait que les deux vont se potentialiser. Donc, ça me paraît aberrant que de vouloir faire ou l'un ou l'autre. Forcément, ce sont les deux ensemble si on veut être les thérapeutes les plus efficients possibles, c'est-à-dire amener les patients à avoir les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Et pour moi, ça me paraît clair et c'est pour ça que je suis toujours un petit peu surpris par les raccourcis utilisés par ceux qui sont dans des chapelles sur cette conceptualisation qui est devenue une sorte de mode hands-off qu'on entend maintenant tellement régulièrement. On peut donner un dernier exemple parce qu'il est 20h30 par rapport aussi peut-être au niveau respiratoire, à la ventilation, à l'aspect redonné aussi de la liberté respiratoire. Souvent, il y a de l'anxiété. Les gens ont un syndrome d'hyperventilation avec des problèmes de capnie qui peut en découler. Donc, ça change le taux de CO2 dans le sang pour ceux qui n'ont pas peut-être beaucoup de connaissances sur le sujet. Et ça joue sur la circulation des tissus, l'irrigation des tissus. Donc, on essaie de redonner normalement un rythme respiratoire. Ceux qui font du sport parlent aussi de cohérence cardiaque ou de pleine conscience pour ceux qui font de la relaxation. On redonne un rythme respiratoire plus régulier et avec un temps expiratoire notamment important, mais pas trop long non plus pour pas évacuer trop de CO2 en fait. Donc, c'est vrai que les kinés, souvent, on se dit en thérapie manuelle, bon, bah, on va redonner du jeu. Ah, les gens ont du mal à respirer, ils sont stressés, ou ils ont un syndrome des défilés, c'est des scalènes, donc je vais les détendre, mais peut-être qu'il y a des problèmes ventilatoires. Mais là aussi, ces schémas-là sont imbriqués par rapport à la dérégulation physiologique que ça provoque avec le changement de pH qu'il peut y avoir avec ces problèmes de CO2, de concentration de CO2 dans le sang et de vasoconstriction, de vasodilatation. Donc, les gens redonnent de la mobilité thoracique ou thoraco-vertébrale et puis ils se disent, ah ben, ça respire mieux. Comment tu l'abordes aussi par rapport à des situations cliniques? Est-ce que tu as des exemples de cas où tu as travaillé la respiration aussi et ça a été un bon angle d'attaque pour toi pour pouvoir réconcilier aussi qu'on travaille mécaniquement, mais qu'il y a d'autres impacts pour la personne, notamment justement pour ceux qui ont des syndromes d'hyperventilation ou en tout cas qui ont tendance à être stressés et anxieux et qui augmentent l'anxiété par une hyperventilation. Souvent, c'est ça pour moi la porte d'entrée. Ce sont les patients qui arrivent en disant je suis stressé, je suis anxieux, je ressens comme une barre au niveau sternal ou diaphragmatique. Là, enfin, ils le disent pas comme ça, mais moi je sais que c'est là. Euh, j'ai l'impression que je ne sais pas respirer, je ne peux plus respirer, voilà. Et donc les patients expriment qu'ils ont cette gêne ou ils expriment qu'ils sont serrés là par l'anxiété. Et donc ça devient une porte d'entrée à dire, bah, écoutez, je vous propose une technique qui va apaiser justement cette anxiété ou qui va vous aider à vous sentir plus à l'aise dans votre respiration parce que vous savez respirer. Peut-être que vous vous sentez mal à l'aise et dans ces cas-là, on va le travailler. Et du coup, c'est très intéressant aussi ce que tu partageais sur les différentes explications, différentes conséquences ou implications du fait de travailler la respiration. C'est de se dire que finalement, nos techniques en tant que thérapeute manuel, elles vont pas franchement évoluer. Ce qui va franchement évoluer, c'est la façon dont on les explique, la façon dont on les argumente et la façon dont on les inclut dans nos traitements. C'est-à-dire qu'on fera toujours de la respiration, on fera toujours des exercices de respiration, mais en sachant qu'un exercice de respiration, chez tel patient, il a plus comme visée d'être apaisant et de le remettre dans l'instant présent. Chez tel autre patient, c'est plus à viser de calmer l'anxiété. Chez tel autre patient, c'est peut-être plus pour redonner de la mobilité parce qu'en effet, quand il est douloureux, il respire sur des plus petits volumes et qu'il a besoin d'avoir plus de souplesse pour de plus grands volumes. La technique reste la même, mais l'explication derrière et la façon d'impliquer le patient dans sa rééducation est totalement différente. Et c'est le fait aussi de rendre le patient acteur, et quand le patient est acteur, particulièrement quand il vit des douleurs chroniques, il a des outils, il a un minimum de contrôle, et ça c'est rassurant pour un patient que de savoir qu'il a des outils en sa possession. Donc voilà, juste pour peut-être Oui, je suis dédramatiser le d'accord. fait que éduquer, c'est pas si dur que ça. Et je pense aussi que c'est un plaisir après en tant que thérapeute, parce que là aussi, il n'y a pas de recette. Mais quand on a trouvé le bon, justement, tu dis la technique est la même, mais il faut savoir la proposer au patient. Mais quand on a réussi à se dire, ah, bingo, je l'ai bien touché par rapport à ce que je veux lui apporter, par rapport à la respiration, j'ai trouvé la bonne formule ou le bon lien par rapport à ces représentations, c'est très satisfaisant en tant que thérapeute parce qu'on se dit, bah là, ça match. Et là, je suis assez costaud. Alors qu'il y a, et encore une fois, c'est pas quelque chose. Voilà,
s'apprend de manière systématisée ou qu'on dit, bon voilà, on fait le même truc. Et donc je pense que il faut que les thérapeutes comprennent cette partie qui est quand même intéressante dans notre profession pour pouvoir se dire, ah, aujourd'hui, là, j'ai sorti le bon exemple et la bonne manière de présenter la situation et ça a super bien marché. Maintenant, ce patient-là a franchi un cap grâce à ça et ça nous donne une satisfaction et généralement, ça aide à nous développer au niveau professionnel aussi, évidemment. Bon, il est 20h35, je pense. On va peut-être ouvrir des questions si des personnes qui sont présentes ont des questions. Et puis sinon, si tu avais autre chose à ajouter pour clôturer, puisqu'on essaie de faire des sessions assez courtes et on avait dit qu'on en ferait régulièrement. Donc on rentrera probablement, comme la session est enregistrée, qu'on peut l'avoir en différé. On fera Hmm. peut-être une autre session justement sur des situations plus précises après par rapport à la thérapie manuelle, mais ça aidera encore une fois les personnes à intégrer encore mieux ces concepts. Alors, je regarde, il y avait une question de Jean-Daniel sur tout à l'heure le coach, oui, sur la stratégie de communication, mais du coup, on a Alors, assez bien répondu. j'espère qu'on ait répondu. Sinon, bah, du coup, Jean-Daniel, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi ou vers Pierre, voilà, et qu'on approfondisse un peu plus. Mais il me semble qu'on a répondu à la question. Donc merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas du coup. Vous pouvez les poster en commentaire aussi de cette vidéo de façon à ce qu'on puisse interagir. Voilà, on Oui, ira on va laisser les chercher liens. On va et on remettre les va- liens sur le site de Captain et puis sur les. De toute façon, vous allez recevoir une notification avec l'endroit où se trouve la vidéo et après, on pourra continuer à répondre dans le chat, oui. puisqu'en fait, on laisse ces vidéos en libre accès sur Facebook. Euh, Peut-être Est-ce je que peux tu as. rappeler moi les prochaines sessions, Pierre, Oui, pour ceux qui sont intéressés. Du coup, ce qui est intéressant sur les formats Expliquer la douleur, on a eu, on va dire, la chance et la malchance. En tout cas, on a vécu le confinement. Et donc, suite à cette période de confinement, il existe maintenant deux types de formats sur la formation Expliquer la douleur et des formats qui peuvent correspondre à différents types de publics en fonction de vos propres préférences. Donc, un format plutôt en présentiel sur 2 jours pour ceux qui préfèrent le face-à-face et qui préfèrent plutôt des formats courts. Et puis un format plutôt sur une durée plus longue qui se fait en ligne. Et donc les prochaines sessions à Paris pour toi, chez toi, chez Captain, c'est en juillet, me semble-t-il, oui, le 2-3 juillet. oui. Et les inscriptions, c'est sur captain.com. Point com. Mm. Et puis il y aura aussi une session en octobre. Voilà, le 2 et le 3 juillet. Et l'autre session en octobre, En octobre, c'est du voilà. 8 et 9 octobre à 8 et Paris, 9 donc en octobre, voilà. Et présentiel et. prochaine session en ligne, c'est en juin et vous avez toutes les dates des prochaines sessions sur ABC Douleur, quel que soit le lieu ou l'endroit ou le format. Euh, voilà. Et puis une chose aussi intéressante, c'est que ces formations Expliquer la douleur, alors c'est un temps, 2 jours ou plus ou moins long en fonction des formats, mais c'est aussi la chance d'avoir Bibi, une instructrice francophone qui, du coup, est présente pour le service après-vente. C'est-à-dire que ces vidéos live, ces webinaires sont aussi une occasion pour vous de continuer à poser des questions. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait les 2 jours, vous n'êtes pas lâché dans la nature sans plus personne pour vous accompagner. D'où tout l'intérêt aussi d'avoir ces sessions organisées par Pierre sur Paris ou dans d'autres endroits en Oui, France. c'est sûr que tu as fait un petit questionnaire avant et il y a un suivi après. Mm. Donc, c'est pas un one-shot la plupart du temps. Il y a aussi une aide. Et puis, les échanges qui sont faits pendant le séminaire sont aussi enrichissants, évidemment, puisque l'objectif, c'est aussi qu'on s'enrichisse des visions, de l'expérience des autres participants des sessions. Quand c'est multi-professionnel aussi, c'est aussi intéressant. Et Oui. puis, le livre Expliquer de la douleur, dont on a dépassé les 1400 exemplaires vendus en France en 1 an et demi. Donc, bravo Marie. On va continuer à essayer de diffuser le travail important qu'a apporté le Neuil Group, en tout cas, et sa contribution pour l'amélioration de la prise en charge de nos patients. Merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Oui, mais écoute, merci Pierre pour cet échange et puis merci à vous tous pour votre présence et vos interactions, vos implications. Interactions, oui, interactions par l'intermédiaire du virtuel. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, puis on se retrouve sur le prochain live. En tout cas, une belle soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir Merci Jean-Daniel. Au Thomas. revoir Thomas. Merci. Merci. À bientôt pour la prochaine. Merci à tous. Au revoir.